Avant de commencer l'examen, il est important de s'assurer que la salle d'examen soit prête. Comme par exemple, vérifier que la table d'examen soit dans la position voulue pour réaliser l'examen. La console de la table de RX varie selon le constructeur, mais chacune d'entre elles retrouve les mêmes fonctionnalités. On y retrouve une manette afin de déplacer la table, des joysticks pour incliner le tube en ascendant ou descendant, un bouton pour remettre le rayon en rayon droit, des joysticks pour incliner la table, des boutons ou des joysticks afin d'ouvrir ou de fermer les diaphragmes, et divers boutons de déplacement de la table. Tout examen commence par l'accueil du patient. Afin de ne pas faire d'erreur, il est important de vérifier son identité en posant quelques questions. Il faut lui demander son nom, son prénom et sa date de naissance. Si le patient est une femme, ne pas oublier de lui demander le risque de grossesse. Les rayonnements X utilisés en radiographie sont nocifs pour les fœtus en plein développement. Il faudra ensuite demander au patient d'enlever son collier, ses boucles d'oreilles et son soutien-gorge afin de pouvoir réaliser l'examen. Pour commencer, il est important de commencer par l'incidence de face. Cela afin de vérifier si le patient souffre d'une scoliose et d'adapter l'incidence de profil qui suivra par après. Pour le positionnement, il faut placer le patient bien droit contre la plaque, lui donner les poignets afin d'éviter que celui-ci ne chute, sa tête doit être bien droite et le menton relevé, le centreur lumineux doit être sur la paume d'Adam, et le rayon doit être ascendant de plus ou moins 20 à 25 degrés. Afin que le cliché soit considéré comme réussi, il faut que les apophyses épineuses soient de face et bien centrées, un beau dégagement des espaces intervertébraux, une bonne visualisation des apophyses transverses, il faut voir les tissus mous, et bien prendre de la vertèbre C2 à la charnière cervico-dorsale. Afin de visualiser l'articulation atlanto-axoïdienne, il est nécessaire de réaliser une deuxième incidence. Pour cela, placez la tête du patient bien droite, fermez les diaphragmes pour que ceux-ci n'aillent pas dans ses yeux, replacez le rayon en rayon droit, et placez le centreur lumineux au niveau des commissures labiales. Demandez ensuite au patient d'ouvrir la bouche afin de dégager les dents du champ. Les critères de réussite de cette incidence sont un bon dégagement de l'interligne articulaire atlanto-axoïdienne, l'odontoïde doit être parfaitement dégagé, les masses latérales de l'atlas doivent être visibles et avoir de la base du crâne jusqu'à C2. Afin de réaliser le profil, il est nécessaire de tourner le patient dans le sens de sa scoliose, afin que les rayons passent dans ces espaces intervertébraux. Donnez des objets lourds au patient, tels que des sacs de sable, afin de baisser au maximum ses épaules. Mettez-le bien de profil. Centrez le centreur lumineux au niveau de la paume d'Adam et du lobe de l'oreille. Et commencez avec un rayon droit et vous adapterez l'inclinaison selon le patient. Les critères de réussite sont d'avoir toutes les vertèbres de la charnière crânio-cervicale à la charnière cervico-dorsale, dégager les interlignes intervertébraux, ne pas couper les apophyses épineuses, les apophyses transverses doivent être superposées, le mur postérieur des vertèbres doit être bien aligné sans dédoublement, et la mandibule ne doit pas se superposer sur les premières vertèbres. Il est parfois nécessaire de réaliser une deuxième incidence centrée sur C1 et C2 afin de bien les dégager. Il ne faudra donc pas oublier de bien fermer les diaphragmes.
Les deux dernières incidences normales sont les incidences d'oblique. Ces incidences ont pour but d'étudier les trous de conjugaison. Les trous de conjugaison étudiés seront toujours ceux le plus éloignés de la table. Dans l'exemple ici, ce sera donc les trous de conjugaison gauche qui seront étudiés. Pour le positionnement du tube, celui-ci se placera entre la pomme d'Adam et la face postérieure du cou, et le rayon sera ascendant de plus ou moins 20 à 25 degrés. Il ne faudra pas oublier de réaliser la deuxième oblique. Dans notre exemple, l'oblique gauche va d'étudier les trous de conjugaison droit. Les critères de réussite de cette incidence sont de voir les 7 trous de conjugaison bien arrondis et un bon dégagement des interlignes intervertébraux. Si le médecin prescripteur demande un bilan d'instabilité et de capacité de mobilisation des vertèbres, il sera nécessaire de réaliser des incidences dites dynamiques de flexion et d'extension. Afin de réaliser l'extension, placez le patient bien de profil et penchez sa tête le plus possible en arrière. Positionnez le tube afin de prendre toute la colonne cervicale. Pour la flexion, le patient sera dans la même position, à l'inverse que sa tête sera penchée le plus possible vers l'avant. Comme précédemment, prendre toute la colonne cervicale. Les critères de réussite sont les mêmes que pour les incidences de profil. La dernière incidence est l'incidence du nageur. Celle-ci a pour but de dégager le plus possible la charnière cervico-dorsale. Le patient sera une nouvelle fois mis de profil. Une main sera mise sur la tête avec l'épaule tirée vers l'avant. L'autre main sera mise dans le dos avec l'épaule tirée vers l'arrière. On centrera le centreur lumineux sur la base du cou à 2 travers de doigts de la face postérieure du cou. Et le rayon sera droit. Les critères de réussite de cette incidence sont de bien voir la charnière cervico-dorsale, donc de bien visualiser la vertèbre C7 et la vertèbre D1. Et les vertèbres doivent être parfaitement de profil, c'est-à-dire que le mur postérieur ne doit pas être dédoublé. Une fois l'examen terminé, il ne faut pas oublier de ranger la salle, nettoyer la table et d'envoyer les images sur le PAX avec le radiologue puisse les protocoler.